Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes Ma Passion Mon Job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui sur le podcast, c'est un petit peu une grande première puisque je vais vous parler d'un sujet que j'adore. Il s'agit des animaux. Les animaux, en fait, c'est la passion de Sophie que j'ai rencontrée. Sophie qui est vétérinaire. Alors je sais pas vous, mais moi, le vétérinaire, c'est pas quelqu'un que j'imagine comme un professionnel très nomade qui voyagerait beaucoup. Je l'imagine plutôt ne pas vraiment bouger de sa clinique véto. Et pourtant, il existe bien d'autres façons d'exercer ce job, comme voyager autour du monde, comme Sophie l'a fait, puisqu'elle a soigné des animaux dans le monde entier. Elle a fini ensuite par poser ses bagages en France, où elle a maintenant créé son entreprise de service aux vétérinaires. Mais avant ça, elle a vécu beaucoup d'aventures grâce à son job. Alors dans cet épisode, elle m'a raconté tout ça, on a bien sûr parlé animaux, vocation, mais aussi de ses expatriations avec toutes les différences entre les espèces animales dans les différents pays dans lesquels elle a été. Hello Sophie. Salut Célia. Je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast, donc bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Merci, je suis ravie d'être là. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, mais plutôt en parlant de ce que tu aimes dans la vie, sans forcément tout de suite rentrer dans ton job? Ça marche, donc petit teasing alors. Donc voilà, je m'appelle Sophie, je suis vétérinaire. Ce que j'aime dans la vie, alors ça paraît parfois un peu cliché, mais j'aime énormément de choses. Je suis quelqu'un de très passionné. J'adore apprendre. L'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est hyper nourrissant pour moi. Et donc, ce qui fait que j'aime tout. Tout. J'adore voyager parce qu'en voyageant, on apprend énormément de choses, des cultures, des gens, des paysages. J'adore lire, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, les voyages, ça fait vraiment partie de tes passions, je dirais ta passion, une de tes plus grandes passions. Ouais, je pense. Depuis que je suis toute petite, mon papa est ancien militaire et il me racontait plein d'histoires de voyages de par le monde et je pense que ça a commencé à me nourrir très tôt, ainsi que mes désirs de voyager de par le monde très rapidement. Génial. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton métier de vétérinaire ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'était une vocation toute petite ou pas ? Parce que c'est un petit peu le métier vétérinaire, tu sais, quand on te demande, quand tu es enfant à l'école, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as plein d'enfants qui répondent vétérinaire. Est-ce que c'était ton cas ? Bah oui, désolée, je suis un cliché. Oui, je suis un cliché. Toute petite, voilà, j'ai eu la chance d'habiter en campagne en Belgique. Et c'était un endroit qui était entouré d'animaux. On avait beaucoup d'animaux à la maison aussi. J'étais très chanceuse. Et je me rappelle déjà d'avoir vraiment une énorme passion pour les animaux. J'adorais tout ce qui bougeait. Et je me rappelle très petite de notre vétérinaire de village qui venait à la maison soigner les animaux. Et je me rappelle vraiment de la première fois de l'avoir vu soigner les animaux et de me dire c'est ça que je veux faire parce que j'aime bien, j'adore les animaux et je veux les soigner pour qu'ils aillent mieux. C'était vraiment ça. Donc en fait, tu n'as pas trop réfléchi pour l'orientation. Tu t'es pas trop pris la tête. J'avoue, je pense que c'était... ça a été mon trajectoire depuis très très tôt. C'est une vocation en fait. Ouais, tout à fait. Et donc tu passes ton bac et tu t'orientes vers une école de vétérinaire ?
Voilà, c'est ça. Donc, en Belgique, donc c'est des études supérieures. On n'a pas de bac, mais ça revient plus ou moins à la même chose. Et à l'époque, maintenant, ça a un peu changé. Il n'y avait pas de concours. Donc, voilà, on rentrait à l'école vétérinaire. Par contre, c'était assez ardueux au niveau études. Donc, voilà, il n'y avait pas de sélection à l'entrée, mais il y avait pas mal de sélections pendant les études. Et voilà, ça y est, je suis partie et plus rien ne peut m'arrêter. Tu m'étonnes. Donc là, c'est combien d'années? C'est 6 ans. 6 ans. Ah oui, quand même. Donc ça te plaît, tu testes plein de choses. Est-ce que là, parce que je crois que t'es plutôt à la base sur les chevaux, spécialisée sur les chevaux, est-ce que déjà là, tu avais cette passion pour les chevaux ou est-ce que, de toute façon, dans la formation, vous voyez plein d'autres animaux? Voilà. Alors, déjà la formation, oui, on voit toutes les espèces, surtout axées autour des mammifères avec quelques spécialités. Même les furets, y compris les furets. Même les furets. Les furets que tu as vus tout à l'heure. Exactement, qui sont très mignons, je confirme. Alors oui, les études, c'est vraiment toutes les espèces. Après, on a quelques options supplémentaires pour se spécialiser un petit peu pendant les études, mais c'est plutôt généraliste. Pour ce qui est de ma passion pour les chevaux, oui, encore un cliché, désolée. Petite, j'adorais les chevaux et voilà, j'ai monté à cheval très tôt et très vite, je me suis dit, je veux faire vétérinaire et si je peux, je me spécialiserai dans les chevaux. Génial. Et donc, du coup, spécialisation chevaux. Spécialisation chevaux, alors pas tout de suite. Quand en dernière année, en 6e année, on a la chance d'aller pouvoir aller faire des stages pour compléter notre formation. Et j'ai eu un contact via la fac pour partir en Australie. Et là-bas, j'ai fait 6 semaines en clinique petits animaux et 6 semaines en clinique chevaux. Trop bien, c'était quoi comme petits animaux? Alors là, c'était oui, parce qu'on s'imagine l'Australie, on s'imagine des kangourous, des pandas. Alors j'en ai vu beaucoup, mais pas pour les soigner. Ou des petites tortues, tu sais, les nurseries de tortues. Ah oui, je sais pas s'il y en a aussi. J'avoue, non, c'était très classique, mon cabinet, mais oui, j'ai eu l'occasion, évidemment, quand j'étais là-bas, de voir plein de choses. Et donc là, tu restes combien de temps? Là, je reste 3 mois au total. Ok, sympa comme destination quand même. Ouais, j'avoue, c'était vraiment chouette et c'est ce qui m'a donné le goût, cette approche plutôt anglo-saxonne des soins. Comme en plus, je suis anglo-belge et que j'avais fait quelques stages aussi en Angleterre. Ouais, t'avais envie de bouger. Ouais. C'est-à-dire que tu ne te voyais pas faire tes études vétérinaires en Belgique et puis rester en Belgique. Exactement. Je me suis même pas posé la question, j'avoue, de rester là où j'étais. C'était d'emblée, j'allais bouger. Je savais pas encore exactement où et pendant combien de temps, mais voilà. Donc ça, c'était le premier stage? Ça, c'était le premier stage. Donc ça, j'ai terminé mes études. Donc je suis revenue pour nos derniers examens de 6e année. Et après ça, je savais que je voulais partir en Angleterre. Donc j'ai postulé pour des postes, mais plutôt ce qu'on appelle mixtes. Donc ils faisaient petits animaux et chevaux. Et d'ailleurs, mon tout premier job, c'était toutes espèces. Donc, je faisais aussi des vaches, des moutons. Je faisais tout. T'as tout vu. J'ai tout vu. Mais je me suis quand même rapidement rendu compte que, en fait, c'était bien de vouloir tout faire. Mais en fait, si je voulais vraiment devenir bonne dans une section, il fallait que je raffine un petit peu. Ouais. Ok, et puis de toute façon, c'était les chevaux qui t'intéressaient le plus. C'était les chevaux qui m'intéressaient le plus, mais en fait, pour compléter l'histoire, c'est que pour faire vraiment juste ce qu'on appelle de l'équine pure, donc vraiment les chevaux, et faire par exemple un internat, une formation supplémentaire, ils aiment bien que les jeunes vétérinaires aient fait un peu de tout au départ, pour vraiment se faire la main. Donc j'étais très contente au final. J'ai fait 3 ans où j'ai fait vraiment petits animaux et chevaux, et ça m'a appris énormément de choses aussi, donc j'étais très contente de faire les deux. Génial. Donc, premières expériences de stage, hyper intéressantes. Là, tu te dis, bon, j'ai vraiment trouvé ma voie. Voilà, exactement. Donc, j'arrive en Angleterre, je commence à pratiquer. Là, je commence à me dire, en fait, les chevaux, j'aimerais quand même bien me spécialiser. Concours de circonstances ou hasard ou destin, je sais pas. Mais mon patron de l'époque cherchait à diminuer la taille de sa clinique. Et il proposait à une collègue à moi de partir. Et en fait, moi, comme j'avais déjà dans l'idée de partir, je lui ai dit non, mais la fais pas partir elle. Moi, je vais partir un peu plus tôt, je vais faire un peu de remplacement. Et j'avais aussi en tête, évidemment, de voyager. Et je me suis dit, je vais combiner l'utile et l'agréable. Peut-être que je peux partir voyager et faire un peu de volontariat vétérinaire ailleurs. Ok, et donc là, projet de se dire, allez, je pars
je pars voyager. Exactement. C'était pas plus compliqué que ça, on va dire. En tout cas, dans ma tête, je me suis dit, je veux faire l'Asie du Sud-Est, je veux faire l'Amérique du Sud, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'avais déjà la Mongolie aussi dans un coin de ma tête et j'ai construit mon voyage comme ça, destination. Et puis, j'ai regardé s'il y avait des ONG plutôt veto dans le coin. Et voilà. Et donc, j'ai construit à peu près moitié, on va dire 2/3 ou moitié voyage, vraiment, pour me faire plaisir. D'accord. Et puis, moitié sur du volontariat dans ces parties-là donc du monde. Tu faisais du volontariat, donc tu as pu rencontrer plein d'animaux, plein de personnes aussi. Voilà. Mais encore une fois, on se dit... En fait, j'ai fait du volontariat assez classique sur place. Donc, j'ai pas fait d'espèces hyper exotiques. Mon premier voyage, c'était la Thaïlande. Et j'ai fait 2 mois sur la frontière birmane. Et là, c'était vraiment... En fait, ils ont beaucoup d'animaux. Évidemment, ils sont pas du tout, ils sont pas soignés par des vétérinaires comme ils peuvent l'être ici. Donc il y a des problèmes de parasites, ils se reproduisent beaucoup évidemment. Donc voilà, faire des castrations, des ovarios, éduquer aussi beaucoup la population. Ouais, en fait, c'est pas le même métier que tu ferais en France ou c'est ça, c'est pas les mêmes conditions. Tellement les animaux sont pas traités pareil. Absolument. Il faut s'adapter à la culture aussi du pays. Par exemple, les endroits où il y a beaucoup de bouddhisme, ils sont pas du tout pour l'euthanasie, par exemple. Donc un animal qui souffre, il doit mourir normalement, on peut pas le piquer. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut laisser de tomber ces idéologies finalement et s'adapter au pays. Et ça dure combien de temps alors c'est ce road trip moitié road trip et puis en même temps professionnel? Alors, au total, presque 1 an, parce que en fait, je me fais à chaque fois des petites périodes de 3 mois à l'étranger. Je reviens, je bosse 2-3 mois, je mets de l'argent de côté, puis je repars et je voyage et je dépense tout et je soigne des animaux de l'autre côté, quoi. Et tout ça, c'était en fait en attente. Je commençais à postuler pour des internats, pour me spécialiser en équine. Et entre-temps, quand je reviens, je postule pour un internat au Pays de Galles. Donc, je continue quand même à voyager plus proche de chez nous. Voilà, envie quand même toujours de rester un peu ailleurs, quoi. C'est ça. Je pense que mon second nom, c'est nomade. Donc là, du coup, tu postules? Donc là, je postule au Pays de Galles. J'obtiens une place dans une clinique privée qui soigne que les chevaux, du coup, pour faire un internat. C'est vraiment comme en médecine humaine. Internat et puis résidence, c'est des spécialisations. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais si on a envie de se spécialiser jusqu'à un certain niveau, voilà, c'est ce qu'on fait en tant que véto. Et donc là, je me retrouve au Pays de Galles, après avoir fait, comme j'ai dit, l'Asie du Sud-Est. Puis j'ai fait l'Amérique du Sud, où là, j'ai soigné beaucoup de chevaux là-bas, en Amérique du Sud. Ouais, voilà. Donc là, c'était une ONG au Pérou. Dépaysement total, là. Dépaysement total. Est-ce que tu as vu des lamas, des alpagas? Ouais, plein. Alors là, pour le coup, vraiment beaucoup, parce que j'adore la rando. Et là-bas, beaucoup d'alpagas, de lamas. Ça doit être sympa comme destination, le Pérou. C'est incroyable. Moi, j'ai fait Équateur, Bolivie, Pérou. Et j'ai un petit fait pour la Bolivie. C'est ce que j'ai préféré des 3. Mais encore une fois, c'est des grands espaces juste incroyables. Donc là, tu vois des animaux, tu soignes quel type d'animaux? Alors là, j'ai soigné plutôt les chevaux et les ânes, parce qu'ils utilisent les ânes comme bêtes de somme, évidemment, pour leur travail. Ils portent beaucoup de charges. Donc, encore une fois, c'est beaucoup... Il y a du soin, mais il y a beaucoup d'éducation, en fait. Bah oui, parce que c'est des animaux qui ne sont pas forcément toujours bien traités. Alors, encore une fois, là, c'est par rapport à nous, nos standards. Mais en tout cas, j'imagine que tu as dû avoir des surprises, en tout cas dans la manière de voir ces animaux, quoi. C'est ça. Il y a des situations qui font un peu mal au cœur, bien sûr. Mais clairement, tu le soulignes bien, c'est vraiment axé sur nous, notre idéologie et comment on traite les animaux. Après, je me suis vite rendu compte que la majorité des gens veulent vraiment bien faire. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, une fois qu'on commence à les éduquer, leur expliquer comment faire pour mieux soigner leur animal, et ensuite qu'évidemment, leur animal, s'il est mieux soigné, il va pouvoir mieux effectuer son travail, ils sont très contents, ils sont très attachés à leurs animaux, en fait. Oui, ils sont attachés, c'est juste qu'ils ont des habitudes, en fait. C'est des traditions, c'est ancré, en fait. Exactement, ouais. Ok, et là, tu restes combien de temps? Alors là, je reste 3 mois aussi. Et puis, je reviens de nouveau. Je rebosse encore un peu. Et là, j'avais eu la place pour mon internat. Donc, je repars quand même 1 mois aux îles Cook. Donc, îles Cook qui sont à l'est de la Nouvelle-Zélande. Okay. Et là, c'était pour un full-time volontariat dans une clinique petits animaux.
Une destination assez paradisiaque, j'avoue, hein, c'est dans le Pacifique. Oh là là. Des gens, on s'imagine, comment ça s'appelle, le Walt Disney, là, Vaiana, Oh voilà, là c'est là. exactement ça. En fait, tu passes pas mal de temps aussi à la plage. Bah, écoute, la clinique était de l'autre côté de la rue, et de l'autre côté de la rue, il y avait la plage. Donc, effectivement, c'était super chouette. Et là, c'était une clinique qui fonctionnait bien, qui fonctionnait que sur de la donation. C'était incroyable. Donc, c'est une espèce de partenariat avec les habitants, ils donnaient à hauteur de ce qu'ils estimaient valoir le soin. Ils subventionnaient. Ouais, en fait. subventionnés, exactement. Après, il y avait des subventions extérieures aussi, hein, des donations de personnes qui n'étaient pas de là. Et aussi, ils nous livraient, c'était génial, évidemment, du poisson, parce qu'ils pêchent beaucoup. Donc, on avait de quoi manger tout le temps. Et puis, il y avait un boulanger, par exemple, local, qui nous livrait du pain. Enfin, c'était juste incroyable, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc là, encore une expérience, quoi. destination paradisiaque, là, pour le coup. Exactement. Donc là, le retour à la réalité était un peu plus dur. Hein. Parce que tu es revenue, du coup, en Belgique ou... Je suis revenue en Angleterre. En Angleterre. Ah oui. Et un mois plus tard, j'avais mon poste d'internat qui commençait, où là, c'était plutôt du 20 heures par jour. Ah, voilà. Donc là, c'était finalement le vrai premier poste fixe dans un pays. Vraiment, enfin, voilà, c'était l'internat, quoi. Voilà, c'était l'internat. Je pense que la chose, j'ai adoré hein, cette période-là de ma vie aussi. C'était super, très intense au niveau travail. C'était où en Angleterre ? Alors, c'est Pays de Galles. Donc, c'est un endroit qui s'appelle le Pembrokeshire, qui est le plus à l'ouest qu'on peut faire sans tomber dans l'océan. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai appris à surfer. Donc... Oh, le rêve. Je sais pas, hein, c'est quand même une combi de 5 mm, il fait un peu frisqué, mais moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça très fun. En tout cas, t'as encore quelque chose que t'as pu apprendre. Voilà, exactement, t'as tout compris. Grâce au voyage. T'as tout compris. Okay. Et donc là, tu fais cet internat qui dure une certaine période Ouais, je fais un internat qui dure 1 an, donc les internats c'est toujours 1 an. Et après l'internat, on a le choix de se réorienter, retourner en pratique, on va dire, ou continuer à bosser dans un hôpital où il y a de la clinique ambulatoire par exemple, ou bien on peut continuer à se spécialiser. Donc moi j'ai pris le choix de continuer à me spécialiser, donc faire ce qu'on appelle une résidence. Donc ça c'est 3 ans. Et ça c'était donc ça c'est des postes un peu plus compliqués à avoir, ils sont un peu plus restreints. Et là c'était le collège de Londres. Donc l'école vétérinaire de Londres, où j'ai eu le poste pour me spécialiser en médecine interne des chevaux. Ah ouais, donc là, tu arrives à Londres, là. Là, j'arrive à Londres. Donc rien à voir, c'est-à-dire que là, tu es dans vraiment une ville, tu es quand même bien loin de la nature, des îles, de la campagne. Un peu à cheval sur les deux, parce que la clinique, il y a la clinique au centre de Londres, qui est vraiment les quelques premières années où on se forme vraiment au niveau base, on va dire, physiologie et anatomie. Et puis, il y a la clinique où on fait de la pratique, on apprend, moi j'avais des étudiants auxquels j'enseignais leur futur métier de vétérinaire. Et là, on est un peu excentré par rapport à Londres. On est à peu près à 15 minutes de train. Donc, on commence à goûter la campagne quand même. Ok. Bon, en tout cas, donc tu as découvert la vie londonienne. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire avec mon métier de vétérinaire, mais quand même vivre dans une grande ville, à un moment donné, ce serait chouette. Ok, ça te plaît, ça t'a plu. Voilà, exactement. Ok, et alors ensuite donc pendant cette période-là, j'ai quand même continué pendant il faut savoir que les résidences, encore une fois, on bosse beaucoup d'heures, on n'est pas très bien payé. Donc je me suis dit, est-ce que je vais continuer à faire un peu de petits animaux le week-end pour déjà parce que je voulais garder la main, je trouvais ça dommage de moins en faire, et puis aussi d'arrondir un peu les fins de mois, hein, parce que c'était un peu et aussi sur la fin de ma résidence, je commençais à me dire quelles sont mes options. Donc, forcément, c'est de passer mes examens pour devenir spécialiste et puis se dire, est-ce que je vais rester en université ? Parce que j'avais fait de la recherche, j'avais fait l'enseignement, de l'encadrement, etc. Est-ce que c'est des choses qui me plaisent ? Est-ce que je vais en clinique privée ? Après, où est-ce que je vais ? Parce qu'il y a le côté forcément destination voyage qui me trottait dans la tête. Où est-ce que je retourne sur le terrain, en clinique privée ? Je ne savais pas trop. Et en même temps, j'étais assez fatiguée, de mon parcours, physiquement et mentalement. Oui, tu ne pouvais pas encore continuer en fait, à bouger. Enfin, j'imagine que tu avais besoin aussi de te poser. J'avais besoin de me poser et j'avais besoin de prendre du recul aussi par rapport à mon choix de carrière, quoi. À me dire, ok, est-ce que je suis vraiment complètement sur la bonne voie ?
bien sûr, j'étais toujours hyper animée par mon désir de soigner les animaux, mais j'étais pas trop sûre d'être encore exactement à la bonne place, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui te faisait douter par rapport à ça? Il y avait des choses... Je pense que mon niveau de fatigue, forcément, voilà, ça, c'est difficile de prendre du recul quand c'est on est un très métier fatigué. qui est très fatigant, c'est-à-dire que tu es beaucoup en clinique, c'est ça? C'est beaucoup en clinique, beaucoup d'heures, beaucoup de garde aussi. Hein. Il y a des fois où je passais mes nuits à accompagner sur des chirurgies de coliques, des animaux qui étaient en soins intensifs, parce que j'étais en ce qu'on appelle une clinique de référé. Donc, c'est là où on envoie les animaux qui ont été vus en première ligne par un vétérinaire, qui doivent être investigués davantage. Donc, voilà, il y a un niveau de stress aussi. Donc, beaucoup de choses. Ouais. Et tu n'avais pas eu peut-être envie un jour d'installer ton cabinet? Parce que peut-être quand on a un cabinet de vétérinaire, on est... Enfin, je ne connais rien, mais peut-être qu'on est plus cool que dans une clinique. Plus cool, je sais pas, parce que à ce moment-là, moi, j'avais quand même un statut de salarié. Et que quand on s'installe à son compte, oui, c'est vrai qu'après, plutôt... tu as d'autres problèmes. Exactement, on a le statut on devient chef d'entreprise, en fait. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me posais pas du tout la question, parce que justement, je me disais que c'était quand même un certain confort de ne pas être chef d'entreprise, et ce côté-là ne m'intéressait pas. Mais tu avais vu à quel point c'était quand même très fatigant, très éprouvant. C'est ça. Et j'avais, je pense, juste besoin... En fait, à l'époque, je me disais, je pense que juste pose-toi la question de ce qui te plaît, ce qui t'anime toujours autant dans ce métier. Et bien sûr, la finalité, c'était toujours de soigner les animaux. Ouais. Mais je me disais, tiens, est-ce qu'il y a d'autres façons, directes ou indirectes, de continuer à soigner les animaux? Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé à... D'accord, et ça a donné naissance à d'autres idées, d'autres pistes? Alors, ça a donné naissance à 2 choses. La première était de me dire, il faut... trois choses même. Un break, et depuis toute petite, je rêvais de partir en Mongolie. C'était c'était mon pays de rêve. J'avais lu des bouquins, des romans sur les grands espaces, les steppes, les chevaux. Il fallait que j'aille là-bas. Donc là, je me suis dit, comment on fait? On va sur Google. Tu te renseignes. Et on met Mongolie et on met chevaux. Et je suis tombée sur une course d'endurance internationale là-bas. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'ils cherchent des vétérinaires. Et j'ai envoyé un mail un peu au culot, et ils m'ont répondu. Et ils n'avaient pas besoin de vétérinaire cette année-là, mais par contre, ils m'ont dit, recontacte-moi dans X temps, et on fera la sélection, et on verra si tu peux faire partie de l'équipe. Et voilà, 1 an plus tard, donc je terminais ma résidence, et j'avais ce plan-là pour partir en Mongolie. Endroit où je suis allée quand même 3 fois au final. Parce que... Ah oui, quand même. Voilà, ça a pris très rapidement. Voilà, le virus mongol, j'ai laissé une partie de mon cœur là-bas. Ça doit être un très beau pays, remarque. Hein. C'est vrai que j'y penserais pas, enfin, ça me serait pas venu à l'idée comme ça, mais... j'encourage toutes les personnes qui aiment la nature, les grands espaces, les contacts humains, les chevaux, de se rendre là-bas. C'est vraiment un pays juste magnifique. Ouais. Et donc là, tu fais ce break? Je fais... Alors, peut-être raconter la Mongolie d'abord, mais c'est vrai que en fait la Mongolie, donc je pars là-bas en tant que véto, donc j'accompagne, donc il y a cette course, et donc là je soigne les chevaux sur la course pendant 3 semaines, donc juste incroyable. J'ai l'occasion d'y retourner une 2e fois parce que forcément j'ai le côté un peu aventurière, je me dis ce serait quand même sympa de faire la course aussi. Donc faut savoir, la course c'est quand même 1000 km en moins de 10 jours à dos de cheval, c'est un peu costaud. Tu m'étonnes. Mais c'était juste topissime. Et je suis retournée une 3e fois. Évidemment, ça c'est sur l'espace de 4-5 ans. J'y retourne une dernière fois, encore en tant que véto, pour préparer du coup les chevaux, pour sélectionner et préparer les chevaux qui vont être sur la course. Donc ça, c'est 2 mois en amont de la course. T'as vraiment accroché avec cette course. Et à fond. Et j'espère que c'est pas la dernière fois. Je pense pas que je retournerai pour accompagner sur la course, mais retourner en Mongolie, j'aimerais vraiment bien, Ok. Donc voilà, ça c'est le côté mongol. Je t'ai dit qu'il y avait 3 choses. J'ai hâte de savoir la suite. Donc la 2e, c'était, comme je t'ai dit, un peu un ras-de-bol, me dire, ok, qu'est-ce que j'aime dans ce métier et comment je peux faire pour prendre du recul. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le côté enseignement et partage apprentissage et aussi partage, transmission. Et le côté scientifique, bien sûr, j'étais encore animée par l'apprentissage, la science derrière le métier de vétérinaire. J'avais fait la recherche fondamentale, etc. Et je me suis dit, tiens, en fait, peut-être qu'un laboratoire pharmaceutique pourrait me convenir, au moins pour un petit temps, pour faire le point. Mm-hmm. Et là, et en plus de ça faisait presque 8 ans que j'étais en Angleterre, j'avais envie de partir de l'Angleterre et de revenir de ce côté-ci de la Manche. Et je me disais,
j'ai passé pas mal de temps en France en tant que ado avec mes parents et jeunes enfants en vacances, et c'est un pays que j'affectionnais particulièrement. Et en cherchant, je tombe sur un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les chevaux. Wow. Et pareil, au culot, je les contacte en disant voilà qui je suis là, coucou. Et justement à ce moment-là, ils commençaient à s'exporter à l'international, et ils se sont dit en fait une veto internationale avec un profil comme ça spécialisé dans les chevaux, ça peut être pas mal. T'as bien fait de toquer à la porte. Voilà, comme quoi. Et un CDD de 6 mois s'est transformé finalement une trajectoire qui a duré 6 ans quand même. 6 ans. Ok. Ouais, 6 ans. Et donc là, c'était où? Ça, c'était alors basé à Paris. Je crois que je vais faire une carte pour accompagner le podcast. Suivez Sophie dans ses aventures. c'est ça. Il faut vraiment, suivre. Et pour la petite anecdote, là, de moins en moins, je fais de manière chronologique le parcours, tu sais, lors des échanges. Mais alors, avec toi, je me suis dit, si on le fait pas, on va être perdu. Oui, je pense qu'il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Ok, donc à Paris. Alors, à Paris... J'arrive pas à y croire. À Paris pendant 6 ans. Ouais, mais pas que, quand même. Parce qu'il faut savoir que le premier job que je prends, c'est vétérinaire export. Donc, ce qui fait que je passe 60% de mon temps, quand même, en dehors de la France. D'accord. Et notamment, je suis en charge de pas mal de pays hors France, en fait. Mais c'est-à-dire vétérinaire export? Donc, en fait, j'ai une casquette technique, ce qui fait que j'accompagne la force commerciale et les vétérinaires qui sont nos clients sur l'utilisation de nos produits. D'accord. Donc là, en fait, tu n'es plus vétérinaire au sens vétérinaire qui soigne directement les animaux. Tu es vraiment dans une entreprise qui s'adresse à des clients vétérinaires. Exactement. Et qui produisent des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés, qui sont utilisés pour les vétérinaires. Et donc, j'intervenais dans le développement et aussi dans la formation des vétérinaires pour qu'ils savent bien utiliser les produits. Pas trop difficile parce que là, du coup, c'était dans le domaine des animaux, mais je veux dire, tu n'avais pas forcément fait d'études. Toi, c'était vraiment des études de veto. Du coup, tu as appris encore pas mal de choses, j'imagine. Ouais, déjà sur le tas, c'est sûr. Ouais. J'ai eu vraiment la chance que c'était une petite entreprise. Et du coup, c'était très multicasquette. Et donc, ce qui fait que ça nourrissait mon côté apprentissage. et aussi que j'étais bien entourée. Les gens m'accompagnaient bien sur toutes ces choses qu'il fallait que j'apprenne. En tout cas, ça t'a plu parce que tu es restée 6 ans. C'est ça. En fait, je pense que j'ai très vite, rapidement trouvé mon compte. Après, le métier de praticien me manquait un petit peu par... pas le métier de praticien, c'est faux. C'est plutôt, évidemment, le contact animal. Parce que entrevoir peut-être 30 animaux sur une journée et pas en voir du tout, c'est une sacrée transition. Et quand j'allais voir des cliniques et des vétos, je voyais des animaux, je voyais des techniques, etc. Je me disais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et je me dis, t'inquiète, ça va le faire, la réponse viendra. Et puis, ça nourrissait plein d'autres choses. Donc, finalement, j'ai trouvé vraiment mon compte. Et je me disais, en fait, je continue à soigner les animaux, juste je le fais un peu différemment. Ouais, en fait, la mission, c'était soigner les animaux. C'est ça. C'est juste ton job qui changeait, quoi. Exactement. Voilà, exactement. Et puis, du coup, pour continuer sur le côté accompagnement, je commençais, au bout de 3-4 ans, de me dire, peut-être que je ferai autre chose. Peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs, fasse autre chose. Et là, il y avait un poste qui s'ouvrait chez nous, encore un peu une création de poste, pour plutôt un poste de chef de produit. Et là, j'avais l'option de me faire accompagner par un executive MBA en école de commerce. Donc, finalement, compléter ces pièces du puzzle de ma formation qui était très scientifique, vétérinaire. Oui, parce que j'allais dire, tu n'avais pas de formation en tout ce qui était marketing, tout ce qui était business... C'est peut-être ça. qu'il te manquait un petit truc. Tout à fait. En tout cas, j'avais le sentiment qu'il manquait un truc. J'avais fait quelques formations plus petites, Ségos notamment en marketing. Mais là, je me disais, non, là il me faut vraiment un plus gros bagage parce que je ne sais pas si je vais rester là où je suis aujourd'hui. Ouais. Peut-être que j'aurai d'autres envies. Oui, puis tu es quelqu'un qui aime apprendre aussi. Donc, j'imagine que reprendre une année d'études, c'était une année 2 ans presque. 2 ans quand même, d'accord. Ouais. C'est un peu costaud, entre un boulot plein temps et des études. Tu faisais ça le soir, le week-end Le soir, le week-end, et puis on avait 4 jours en présentiel par mois. C'est formation continue en fait. C'est ça. Donc ça fait, ça fait un sacré taf. Après, c'est des choses qui sont directement transférables dans son quotidien de travail, donc ça c'est plutôt cool parce que du coup, on se sert de ce qu'on apprend au quotidien. Ouais.
Tu m'étonnes. Et alors la suite, parce que ce n'est pas terminé. tu n'es pas, enfin tu es jeune, encore jeune, mais t'as déjà une expérience pro avec moultes aventures. Exactement. Alors après, donc je commence à faire mon... Bon, après, j'ai un peu moins voyagé, heureusement, pendant mon MBA, là, parce que sinon, j'aurais pas pu faire les 3. Je commençais à avoir des idées de projets qui me titillaient. Et pendant mon MBA, on est obligé, c'est même pas l'opportunité, c'est une opportunité aussi, mais on doit faire un espèce de projet de mini-thèse, ce qu'on appelle un projet de consulting. Mm-hmm. Et je m'intéressais beaucoup à 2 choses, aux raisons pour lesquelles j'avais quitté le métier de praticienne et à la digitalisation des professions et plus particulièrement du métier de vétérinaire. Ce sujet, ça t'intéresse, la digitalisation. Exactement, la partie web. Okay. Et je me disais, peut-être qu'il y a des choses à faire, en fait. Et je commençais... et en fait, tout bêtement, en me posant ces questions de quelles sont les problématiques du veto aujourd'hui et quels sont les besoins et les problématiques du propriétaire, quel qu'il soit. Et en réfléchissant, beaucoup revenait autour de la communication et de la digitalisation. Et je me disais, la télémédecine vétérinaire, c'était bien avant le Covid à ce moment-là. Je me disais, en fait, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et ça a commencé comme projet vraiment de consulting. Et très vite, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse. En fait, tu n'avais pas forcément pensé entreprendre un jour. Enfin, on en discutait en off. Ce n'était pas forcément ton idée, ni d'avoir un cabinet de vétérinaire. Mais c'est cette idée-là que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et du coup... Voilà, t'en es venu à créer finalement ton entreprise. Voilà, c'était vraiment la next step. Mon entreprise a été top parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée là-dedans. Très rapidement, je leur ai parlé du projet. Je leur ai dit, écoutez, je suis pas sûre de rester, alors que j'étais en pleine formation financée en partie par eux. Et ils ont été super. Ils ont compris, quoi. Voilà, ils ont compris. Ils m'ont dit, ok, juste tu nous tiens au courant pour qu'on sache quand tu vas partir, pour qu'on puisse t'accompagner au mieux. Parce que là, tu avais besoin de te lancer à temps plein. J'avais besoin de me lancer à temps plein. Tu pouvais pas faire les deux. Ouais, je pouvais pas faire les deux. J'avais commencé évidemment à fond pendant mon MBA, etc. Mais là, je me rendais compte que j'avais juste trop de choses à faire. Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Donc, je me disais, je vais pouvoir aller sur le terrain, je vais aller voir les vétos, etc., etc. Et je quitte mon entreprise fin février quand même. 2020. Là, c'est, tu vois, autant parfois les planètes sont alignées, autant là... Autant là, voilà. Peut-être qu'elles étaient alignées d'autres choses, je pense. Mais en tout cas, pour aller visiter les cliniques... Ah ouais. Nada. Donc là, l'annonce du confinement, là, tu te dis, oh là là. Ouais, je me dis, je sais même plus ce que je me suis dit. Je pense que c'était juste, c'était pas prévu ça. Beaucoup d'entrepreneurs se sont retrouvés comme ça. Ouais. Ok, et tu as pu quand même, parce que comme ta thématique, c'est la digitalisation, j'imagine que tu as pu mettre en place d'autres choses, mais En fait, tout le monde m'a dit, c'est super, la télémédecine, ça tombe à pic. Oui, c'est super, mais en fait, je viens de commencer, donc j'ai pas de plateforme, j'ai absolument rien de mis en place, donc oui, ce serait génial si j'avais un truc tout fait, mais là, c'est très nouveau. Et en fait, en vrai, même si j'avais eu un truc tout fait, faut savoir que même en médecine humaine, aujourd'hui, on a déjà 10 ans de recul sur la télémédecine, mais les vétérinaires, on n'a aucun recul, on a l'habitude de voir les animaux ne parlent pas. Donc, s'imaginer remplacer quelque chose qu'on fait aujourd'hui en réel, complètement par virtuel, c'était très difficile. Et en fait, il a fallu énormément travailler avec le terrain et comprendre là où il était possible de mettre en place du digital et que ce n'était pas que du remplacement. Ouais, je comprends. Et donc, tu as pu t'en sortir quand même dans cette période ? J'ai eu des bons concours de circonstances aussi. J'ai eu la chance de rencontrer mon développeur juste avant le confinement. Et lui, normalement, on ne devait pas s'associer. Il était parti sur un projet dans la restauration, malheureusement. Heureusement pour moi, mais malheureusement pour lui. Ouais. Enfin, malheureusement pour lui. Malheureusement pour la boîte, en fait, dans laquelle il devait avoir un poste de CTO. Donc, la levée de fonds chez eux est tombée à l'eau. Donc, il avait du temps. Et il s'est dit, je vais te... Exactement. Donc, voilà, il n'y a pas que Finalement, les planètes étaient aussi alignées quand même. Exactement, voilà, exactement ça. Et puis après, j'ai fait d'autres rencontres, j'ai travaillé différemment. Je pense que oui, ça nous a mis quand même peut-être, à mon avis, 6 mois de retard sur tout ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas. Mais après, c'est ça aussi. Et donc aujourd'hui, ton job en quelques lignes Alors, mon job en quelques lignes, je dis toujours que je suis vétérinaire, parce que ça, c'est vraiment
je pense qui je suis au départ, mais je suis aussi chef d'entreprise. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle See My Vet. Et See My Vet, elle a une mission qui est d'améliorer le quotidien des vétérinaires. Et il y a un petit slogan qui est en train de se prendre sa place là chez nous, c'est que la santé des animaux passe par celle du véto. Et donc, on met en place non seulement une plateforme de télémédecine vétérinaire, téléexpertise vétérinaire, mais aussi on est en train de vraiment travailler sur tout ce qui est conseil, formation pour le vétérinaire. Je crois que tu me disais que tout à l'heure, tu animes un webinaire, c'est ça ? Voilà, on fait une page Instagram où on donne une vétérinaire qui s'appelle Emilia qui donne du conseil sur des expériences qu'elle a vécues pour vraiment accompagner les futurs vétérinaires étudiants, les réconforter dans leur choix du métier, les jeunes vétérinaires qui se retrouvent un peu esselés face à des situations. C'est génial, en fait, c'est prendre soin du vétérinaire. Exactement. Pour que les animaux soient contents. Exactement, voilà. Et vous êtes, donc j'ai vu qu'il y avait Emilia qui est sur quelle partie ? Alors on est 3. En fait, Emilia, c'est un secret, mais c'est moi, en fait, Emilia. Emilia, c'est moi dans mes 10 premières années de profession. Et et je prends énormément de plaisir à passer du temps un peu en écriture automatique le matin, à me remémorer des moments En fait, c'est le personnage que tu as construit. Ok, d'accord. Exactement. C'est hyper intéressant. Et du coup, il y a également, redis-moi son prénom. Il y a Romain, notre développeur. Okay. Et puis, il y a Séverine qui est sur le marketing. Donc, on travaille en binôme sur le marketing. Et moi, je prends plus le côté marketing commercial, on va dire. Et elle est sur le partie marketing communication. Génial. Donc là, finalement, vous êtes une petite équipe autour du projet. Ouais. C'est trop bien. Et l'idée de t'entourer dès le départ d'un développeur, tu voulais pas rester seule, j'imagine, en plus, vu le contexte l'année dernière. Écoute, c'était... Je voulais pas rester seule, ça c'était vraiment une certitude. Je voulais vraiment que ce soit un projet déjà qui fédérait une équipe et qui fédérait de manière générale. Beaucoup de gens me mettaient la pression sur le côté développeur parce que forcément ils disaient c'est bien, tu veux faire du digital, t'aimes bien apprendre les choses, mais je pense pas que tu vas apprendre à coder entre moi. Donc oui, clairement. Très dynamique, mais quand même. Oui, voilà, il y a des limites. Et en fait, je disais ok, mais moi j'ai des valeurs assez forte et j'ai un projet vraiment il faut être animé par ce genre de projet, donc je peux pas juste aller trouver un développeur n'importe où, n'importe quand et juste me dire ça va être mon associé, ça marchera pas, donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui fit. Et du coup, moi, je suis allée, je sais même pas si elle existe encore cette plateforme, ça s'appelle Meetup, et ils font pas mal de réunions, et là, c'était des réunions entre CTO, développeurs et CEO. Et je me suis retrouvée dans un café miteux à Paris, à l'époque où on pouvait encore aller dans les cafés. Ah oui, c'est vrai, il fut un temps. Il fut un temps. Allez, bientôt, ça va reprendre. Petite larme qui coule. Et en fait, je suis arrivée seule nana dans ce café miteux, plein de mecs, CTO principalement. Et Romain est arrivé et on a commencé à discuter et ça a matché très rapidement en fait. Donc lui n'était pas du tout du milieu des animaux, milieu du développement. Il travaillait d'ailleurs chez Carrefour. Mais c'était important pour toi d'avoir quelqu'un de solide sur cette partie-là. Exactement. Et du coup, ça a fité. Il était animé par le fait que j'étais animée par quelque chose. Je pense que vraiment ça. T'es quelqu'un de passionné. Ouais. Et ça, je pense vraiment tout le monde me dit. Il y a autre chose aussi par rapport à ton caractère, que j'ai pu déceler, c'est un petit peu ton audace, le fait qu'à chaque fois que tu arrives quelque part, même dans les pays, hop, tu décroches ton téléphone entre guillemets, ou tu vas voir les gens, tu dirais quoi là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est, on va dire, complètement spontané ? Est-ce que tu l'as travaillé ? Qu'est-ce que ça a pu te rapporter ? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à mon caractère. Je me rappelle vraiment très jeune, j'étais un peu toujours une leaduse, quoi. J'adorais fédérer les gens autour d'un sujet qui me passionnait. Donc n'hésitez pas à prendre des initiatives, c'est ça, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a vraiment... j'adore aller vers les gens et j'adore transmettre quelque chose qui me passionne. J'adore échanger avec eux, être à l'écoute et trouver les synergies. Je suis quelqu'un de réseau, donc j'adore aussi mettre des personnes qui ont des similarités en commun. Et quand tu arrivais dans un nouvel endroit, j'imagine que tu contactais, je sais pas, des cliniques veto ou des personnes, mais que parfois tu avais peu de réponses par rapport à toutes les... Ou est-ce que tu as eu de la chance à chaque fois que tu contactais, ils te répondaient ? Non, il faut savoir... Alors surtout, c'est un gros challenge, bien sûr, parce que les vétérinaires, ils travaillent beaucoup. Ils t'attendent pas non plus, quoi. Voilà, ils m'attendent pas, absolument. Ils n'ont pas toujours de disponibilité, et c'est normal. Ils ont un quotidien qui est hyper chargé, ils sont très, très sollicités.
Donc voilà, c'est être prête quand même à me prendre quelqu'un qui est peut-être d'un peu de mauvaise humeur à l'autre bout du fil, qui n'est pas forcément dispo. Après, quand ils sont dispo, ils m'accordent un peu de temps, on discute pas mal, ils sont aussi contents de... En tout cas, tu t'as provoqué à chaque fois au fil de tes voyages, ces aventures professionnelles, tu as provoqué les rencontres et les opportunités, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. C'est comme tu disais, au Pays de Galles, la clinique avait à ce moment-là un projet, mais en même temps, si tu n'avais pas contacté à ce moment-là, c'est ça, il n'y aurait pas eu cette opportunité, quoi. Ouais, exactement. C'est pousser un petit peu, mettre son pied dans la porte, pousser un peu le destin et puis un peu avoir... pas forcément avoir confiance en soi, mais avoir confiance que quelque chose, on va retirer de cette expérience quelque chose de positif. Ouais. C'est un petit peu, j'avais entendu une citation d'une fille qui disait « j'ai de la chance ». C'est exactement ça, j'adore. Parce qu'on dit « elle a de la chance et tout ». Bah non, mais en fait, je l'ai de la chance, je la provoque. Elle n'est pas venue comme ça, en fait. Exactement, ouais. C'est vrai, on a tendance à dire j'ai de la chance, mais oui, t'as raison, en fait, on la provoque. Ou alors, il ou elle a de la chance, regarde ce qu'il a. Bah oui, mais... mais en fait, il ou elle s'est bougé les fesses. C'est ça, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, quoi. Ouais, tout à fait, Ça ne marche pas toujours aussi, non. C'est ça, comme on disait. Non. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on passe au petit passion quiz de fin de conversation, me raconter une petite anecdote, je ne sais pas, avec un animal, soit marrante, soit une peur que tu aurais eue, enfin, je ne sais pas. J'ai une anecdote qui vient direct à l'esprit. Je me rappelle quand c'était ma deuxième clinique et j'avais une césarienne de cochon d'Inde. Ok. Donc voilà. Improbable. Voilà. Je vous passe les détails techniques, mais en tout cas, ce qui était vraiment incroyable et ce que je ne savais pas non plus, c'est que, ou je l'avais pas en tête en tout cas à l'époque, c'était que les bébés cochons d'Inde naissent les yeux ouverts et sont prêts à démarrer dans la vie. Donc c'est pas comme les bébés chats et les bébés chiens qui naissent les yeux fermés. Je savais pas ça. Ah ben voilà. Mais moi à l'époque, en tout cas, je m'en rappelais pas de mon cours. Tu m'apprends une chose. Et donc voilà, on fait cette césarienne, donc parce qu'elle pouvait pas accoucher normalement, et j'ouvre l'utérus et cette tête ça qui te regarde. Et c'était juste, j'en ai limite une larme aux yeux parce que c'était un moment déjà un étonnement assez incroyable. T'avais jamais vu un cochon d'Inde voilà, les césariennes de cochon d'Inde, c'est très rare. Et en plus de ça, voilà, ce petit brin de vie qui sort et qui me regarde. Tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, exactement. Et après, on t'a dit, en fait... Oui, voilà. Après, bon, je me suis doutée, évidemment. C'est marrant, et c'est un des seuls animaux qui... Mais en fait, ça dépend de comment ils sont en fait, dans la nature et à quel point ils sont prédateurs ou pas. Okay. En fait, par exemple, les chevaux, pareil, les poulains, ils naissent, ils sont prêts à galoper et à partir loin parce qu'en fait, dans la nature, il peut y avoir des méchants félins qui vont venir aller manger les bêtes. Donc, tous ces animaux-là, ce qu'on appelle des espèces nidifuges, c'est-à-dire fuir le nid, et ils doivent être prêts à démarrer le plus rapidement possible. Et pour le cochon d'Inde, voilà, c'est ça aussi. J'adore. En tout cas, c'est de l'anecdote. On va maintenant passer à la dernière partie de cette conversation, qui est le petit passion quiz. Est-ce que tu es prête, Sophie? Il va y avoir le petit jingle. Tu es prête? Allez, je suis prête. Ok, c'est parti. Alors, Sophie, es-tu plutôt thé ou café? Café, il faut que je dise café, j'adore le thé, mais voilà, le café, j'adore ça. Mais tu essayes d'en boire un peu moins, on en parlait en off. C'est ça, je m'octroie un café le matin et puis après du thé, un peu de décaf. Plutôt couche tard, lève tôt? Un peu des deux, mais surtout lève tôt. C'est-à-dire à quelle heure? Je suis généralement 6h, 6h30 grand max, tous les matins. Ouais, donc là, on s'est vu à 9h30, c'est très tard la pour moitié toi. La moitié de la matinée est passée. Ok. Ton animal préféré? Ah là là, c'est dur, hein. On me demande toujours ça, bien sûr. Moi, j'aurais pensé le cheval, non? Oui, j'adore les chevaux, mais je pense quand même. Non, attention, dis-moi ton vrai animal préféré. Je sais, en fait, ça a été très... c'est marrant de dire ça, mais je pense que ça a été très dépendant des phases de ma vie. Donc, au début de ma vie, c'était vraiment les chats, puis ça a été les chiens, et j'ai eu pas mal de chiens longtemps. Donc, pour le côté, on va dire, compagnon, je pense que c'est le côté chien. Pour le côté évasion, fougue, liberté, c'est le cheval. Ok. Donc les chiens, vraiment, tu adores, quoi. Ouais, j'adore. C'est des super compagnons, en fait, avec leur petit caractère et... Un animal totem qui te porte chance?
Un animal totem qui me porte chance. Je sais pas pourquoi, mais subitement... Alors, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, mais subitement, j'ai l'aigle qui me vient en tête. Ok. Bon, le côté majestueux, libre. Peut-être le côté libre. Le côté libre, prendre son envol, pouvoir avoir une vision un peu panoramique des choses. C'est vrai. Ouais. Un animal que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas du tout. Un animal que je n'aime pas. C'est pas facile, ça. C'est dur. Peut-être une mauvaise expérience que tu aurais eue, ou je sais pas, tu sais. C'est marrant parce que, bon, moi j'adore les animaux, j'ai eu pas mal d'animaux. Et parfois, j'ai discuté avec des vétérinaires et il y a des vétérinaires qui disent, par exemple, moi j'aime pas, par exemple, notamment les furets. Non, moi j'aime pas les furets. Enfin, tu peux ne pas aimer parce que tu as une mauvaise expérience, même en étant veto. Ouais, ce serait plus peut-être une race de chien dont je me méfierais un peu plus parce que mauvaise expérience, ce genre de choses. Bon, je pense que tout le monde, je suis pas la plus grande fan des insectes du monde. Voilà, ce genre de choses. Mais je veux dire, en tant que mammifère, les serpents, vraiment, non, serpent, ça me dérange pas. D'accord. Il n'y a pas un animal vraiment où tu te dis je veux pas, je peux pas. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore les chats et pourtant en clientèle, c'est peut-être qui me faisait parfois un peu plus peur que les chiens parce qu'il y a des chats, vous voyez, les petits dessins animés là qu'on voit avec les chats où on les enfonce dans la cage et juste au moment où on ferme la porte, ils passent leurs pattes et ils miaulent et ils te chopent. Voilà, exactement. Donc voilà, ce serait plus de la méfiance par rapport à certains comportements, mais en vrai, j'adore les animaux. C'est marrant parce que le chat, j'ai un peu l'impression c'est soit on adore, soit on déteste. Enfin, des gens, je peux pas les chats, ça me stresse, et d'autres, j'adore les chats. Je trouve que ça provoque plus de choses que le chien. Parce que le chien, il y en a, ok, un chien, j'aime pas, tu vois. C'est vrai, ça divise en fait. Hein. Mais c'est vrai, il y a même la connotation négative. Oh ouais, c'est une dame à chat, c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, un peu ésotérique. C'est vrai, t'as raison. Si je te demande de choisir entre chien ou chat, ça serait chien du coup. Je pense que... pas forcément, t'aimes bien quand même aussi les chats. Ouais, trop dur, ouais. J'adore les chats. Je pense que ce que j'apprécie, c'est le chien, c'est le côté vraiment compagnon. Un chat, c'est plus... c'est un peu plus ils te prennent ou ils te laissent quoi. Genre s'ils ont envie d'un câlin ils vont venir près de toi et s'ils n'ont pas envie vas-y mais tu dégage. vois moi je suis comme toi, j'adore les deux. Bon là je suis dans un petit espace donc j'ai les furets, c'est plus adapté, mais sinon j'adore les chiens et les chats et j'aurais du mal à choisir entre l'un ou l'autre. Voilà, franchement mais peut-être que j'irais vers le chien si vraiment il fallait que je choisisse. D'accord, mais tu vois je suis pas la seule. Arche de Noé quoi. C'est ça. Est-ce que tu faut dire as ça à mes parents. un animal chez toi actuellement? Alors non, j'en ai pas. À mon grand désarroi, comme toi, hein, j'ai pris le choix que à Paris, c'est des petits appartements malgré tout. Puis jusqu'à récemment, je bougeais quand même beaucoup. Donc je me suis souvent reposé la question. J'avais même pris un chat à un moment donné qui s'est malheureusement pas du tout adapté à mon appartement, donc j'ai trouvé une maison en campagne où il est beaucoup mieux, donc ça a un peu conforté mon a priori, mais j'ai comme projet de bouger de Paris bientôt, donc je pense que ce sera un petit chien. De quel côté du coup tu veux partir? Alors je suis en train de regarder dans le sud-ouest, j'ai pas mal d'amis là-bas et pour l'instant j'y vais une fois par mois. Tu pourrais faire du surf. Voilà, je pourrais faire du surf. Je pourrais me reconnecter à la nature aussi. J'adore Paris, hein, mais je sens là le besoin quand même d'avoir peut-être une autre vie un peu ailleurs. Ok, donc là peut-être un chien. Peut-être un chien, ouais. Je pense à c'est une race qui est pas du tout connue, mais c'est un cairn terrier. Ah, j'ai eu un cairn terrier. Non, c'est... Mais si, c'est mon chien. En fait, on l'a pris quand j'avais 11 ans et on l'a gardé 15 ans, dis-toi. Ah, trop fort. Et voilà, cairn terrier, qui est le cousin du Westie, si les auditeurs et auditrices ne connaissent pas. C'est ça, qui sont adorables, des boules de poils. Mais alors par contre, ils ont du caractère. Moi, la mienne, elle avait un sacré caractère. Ouais. Les terriers, faut pas se... c'est des petits chiens, mais... C'est quand même improbable que tu me sortes ça. C'est clair de toutes les races. Va falloir qu'on en discute. C'est ça, en off. Ton meilleur souvenir avec un animal, notamment sur la partie veto, je sais pas si tu as pu sauver un animal ou tu étais fière, je sais pas. Mon meilleur souvenir, il y en a eu beaucoup, des beaux souvenirs en fait. Et oui, c'était toujours... Alors, c'était pas toujours autour de sauver un animal, c'était parfois autour de l'accompagnement que je pouvais apporter aux personnes sur peut-être un animal qui était très malade et qu'on pouvait soigner le mieux possible, mais qui malheureusement allait mourir à un moment donné. Et de savoir que, avec le propriétaire, on avait ensemble choisi les meilleures choses pour l'animal, pour qu'il soit bien jusqu'au bout. Et sur quel animal, du coup ?
Il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup, ouais. Malheureusement, c'est le côté qui est un peu négatif, entre guillemets, qu'on perçoit comme négatif de l'extérieur du métier, c'est l'euthanasie. Et souvent, les gens me disent « Ah, je sais pas comment t'as fait ». Clairement, on n'est pas du tout accompagné là-dedans quand on est véto, donc c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a cette partie-là du métier qui est compliquée quand t'aimes les animaux. Tout à fait. Elle est compliquée, elle n'est pas compliquée dans le sens où on sait qu'on le fait parce qu'on a les bonnes raisons pour le faire. Mais elle est compliquée émotionnellement. Tout à fait. Que quand tu aimes l'animal, même si tu sais que c'est pour son bien, c'est quand même hyper difficile. Exactement. Et il y a beaucoup d'émotions. Souvent, c'est des animaux qu'on traite depuis longtemps. On est attaché aussi aux personnes, à l'animal. Il y a beaucoup d'émotions de leur côté, de tristesse. Donc voilà, c'est pas facile de faire mûr. On est un peu éponge parce qu'on est aussi dans ce métier parce qu'on est passionné, qu'on aime les animaux. Donc c'est pas facile. Si je te demande un livre qui t'aurait marqué. Bon, je prends mon petit papier parce que ces questions-là, je les connaissais à l'avance. Tu as préparé. J'ai préparé. Et alors, c'est un livre qui a rien à voir avec le métier de vétérinaire, mais c'est un peu un livre qui a à voir avec les actualités. Ça s'appelle « Paris sera toujours une fête ». Et c'est un assemblage de textes par de grands auteurs, Zola, Hemingway. Et c'est un livre qui est juste génial pour tous les gens qui aiment Paris ou remettent en doute aujourd'hui leur amour de Paris. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup à cause des circonstances. Et ça replonge dans le Paris qu'on aime, les petites rues, les terrasses, les balades. Donc Paris sera toujours une fête. Ouais, je note parce je que recommande. Super lecture. Super de lecture. Je pense que beaucoup de gens pourraient apprécier ce bouquin. Surtout en ce moment. Ouais, parce qu'à l'heure on enregistre, on est encore dans le confinement. Ouais. Dernière ligne droite. On va bientôt en sortir 19 mai. 19 mai. C'est pas qu'on compte, mais bon, si quand même un peu. On a un petit calendrier. C'est ça. Alors ça fait 7 jours, 12 heures, 50 minutes. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans un métier passion, vraiment faire quelque chose qui les fait vibrer? Alors, j'ai pensé à cette question et peut-être que ma réflexion fait plus référence à la passion de vétérinaire. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent faire ce genre de métier, mais je pense que ça s'applique à d'autres métiers passion aussi. C'était de me dire, en fait, vétérinaire, pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est un état d'esprit. Et je pense que ça, c'est vrai de beaucoup de passion, en fait. Et à partir du moment où on se dit ça, et ça revient à ce que je disais au début, c'était que, en fait, mon état d'esprit, c'est de soigner les animaux. Et en fait, c'est ta mission, quoi. C'est ça. C'est quoi ce que tu veux faire ? C'est quoi ton énergie ? Pourquoi tu te lèves le matin, quoi ? Exactement. Et donc, quand on a une passion, on n'est pas obligé de se dire, en fait, on exerce, entre guillemets, ce passion de cette manière. C'est de se dire, c'est quoi la mission attachée à cette passion ? Et du coup, ça ouvre le champ des possibles sur comment on arrive à cette mission. Ouais, puis c'est génial parce que du coup, ça peut donner un parcours comme le tien avec un métier, enfin une mission. Mais après, à travers cette mission, cette passion, tu peux l'exercer de plein de manières. Parce que toi, tu as voyagé, tu as énormément bougé, tu as été salarié, tu as été entrepreneur. Enfin, quand on regarde tout ce que tu as fait, c'est assez rare que dans un podcast, je parle donc un métier comme vétérinaire, les animaux, les voyages, l'entrepreneuriat. Les formations, franchement, la chance que... C'est vrai, qu'est-ce qui nous manque en fait ? Là, franchement, il y a pas mal de choses. Le digital. Ouais, oui, le digital, il était aussi. Parfait, voilà. Donc, franchement, ça montre que finalement, autour d'une mission, d'une philosophie de vie... C'est ça. Tu construis un parcours et voilà. Et aujourd'hui, tu démarres vraiment ton activité. Enfin, en tout cas, tu as déjà démarré d'entrepreneur autour de ça. Exactement. C'est vraiment génial. Exactement. Et quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a, je sais pas, 10, 15 ans, enfin... Si tu pouvais t'adresser à ton moi du passé. Je sais pas si ça rejoint la question de la citation du coup un peu ou allez, tu peux nous partager ta citation sur le podcast. C'est un peu c'est un peu les parti. deux. Voilà, j'ai ton go. Ça rejoint en fait la même idée, c'était de rejoindre qu'est-ce que je me dirais en regardant en arrière et ça concerne vraiment l'intuition en fait. Et c'est d'avoir le courage de suivre son cœur et son intuition parce que l'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Le cœur et l'intuition. Voilà, finalement. le cœur et l'intuition. Et je
pense qu'en regardant en arrière, je l'ai fait spontanément. Je savais pas que c'était ça, mais je l'ai fait. Ah bah, tu l'as écouté pour le coup. Je l'ai écouté et je me rends compte que les moments où je me suis égarée, c'est quand je les écoutais plus en fait. Ouais, que t'écoutais plus les autres ou peut-être le côté réflexion cerveau. Exactement. Vraiment me dire ah ben tiens, il faut que je fasse telle formation de telle manière. Il faut absolument que je trouve un boulot, que je sois salariée. Que je rentre dans les cases quoi. Exactement. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui s'appelle l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ça va droit au but de ce que tu dois faire pour toi, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je me dirais. Je dis, fais-toi confiance, écoute ton cœur et ton intuition et le reste suivra. Ok, génial. Écoute, merci Sophie pour tout ton parcours et tout ce que tu as pu me raconter, que ce soit sur le métier de vétérinaire, mais sur plein d'autres choses pour le coup. De rien, merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.